Et dans votre livre, il y a deux passages qui vont éclairer parce qu'ils vont permettre de terminer le diagnostic. C'est-à-dire la méthodologie des salafistes. Vous dites, les islamistes obéissent scrupuleusement à leur idéologie et à des modes opératoires couchés sur le papier par plusieurs des figures composant cette nébuleuse. Par conséquent, comme je ne cesse de le répéter, il suffit de se pencher, de lire pour comprendre leur démarche, leur stratégie. Incroyable, tout est marqué. Et, la page 30, vous dites, alors là, je vous demande d'écouter bien. Les islamistes ont toujours agi ainsi. Partout, le même scénario, la même montée en puissance. Ils testent d'abord, et si vous ne réagissez pas, ils récidivent pour accentuer la pression. Si vous ne bougez toujours pas, ils menacent. Si vous ne répondez pas, ils intimident. Si vous ne faites toujours rien, ils agressent. Si vous faites preuve de lâcheté, ils vous tuent. Vous pourrez réagir a posteriori, mais il sera déjà trop tard, car ce n'est plus le courage de dire non au totalitarisme qui vous anime, mais bien la peur que celui-ci a déjà instillée en vous. Et si la peur est en vous, c'est que la défaite est là. Alors là, je voudrais, voilà, il faut développer, parce que ça, c'est le diagnostic. Merci d'avoir... De la méthodologie de ceux que nous combattons. Merci vraiment, cher François, d'avoir choisi ce passage. On ne s'est pas du tout concerté, mais vraiment, je te remercie parce que tu as préparé cette... Enfin, d'abord, tu me vois, oui, non, ça fait bizarre. Donc merci de choisir ce passage parce que, effectivement, quand je l'ai écrit, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai construit ces 3-4 phrases. Il fallait que je trouve quelque chose qui résume tout ce que j'ai pu constater, et je ne suis pas le seul, durant toutes ces années. Et effectivement, sur la manière comment l'islam politique avance ses pions. Il est fondamental que nous comprenions encore une fois, sans excitation, moi je suis très, très zen sur ces sujets-là. Il ne s'agit pas d'enflammer les foules et la société, il s'agit encore une fois, je le répète, de comprendre ce qu'on est en train de vivre et de réagir en fonction des valeurs qui animent ou qui doivent animer notre démocratie. Les islamistes, effectivement, là où ils se sont exprimés, c'est-à-dire dans le monde arabe ou en Occident de façon générale. Et on oublie souvent les pays asiatiques, le sud-est asiatique, les Philippines, et tous ces pays dont on parle très peu, le continent africain, l'Afrique subsaharienne, où l'islamisme a prospéré ces dernières années. Je le dis, et croyez-moi, sans aucune provocation. En Europe, à aucun moment, l'islamisme a pu prospérer sur une force intrinsèque ou sur une puissance propre. Il n'a pu prospérer que sur nos lâchetés collectives. À aucun moment, l'islamisme, parce que, imaginez un instant qu'on vient de vous expliquer qu'il y a une force de frottement, pour reprendre un terme politique, qui est composée, parce qu'il faut savoir raison garder, de quelques dizaines de milliers de personnes en France. Mais entre excités islamistes, agents toxiques locaux et acteurs violents, c'est-à-dire je mets un peu tout le monde, on est à quelques dizaines de milliers de personnes. Imaginez que ces quelques dizaines de milliers de personnes arrivent, qui peut imaginer un instant, anesthésier une puissance mondiale comme la France. Qui peut sérieusement l'imaginer? Ou alors nous ne sommes plus une puissance mondiale, ni économique, ni politique, ni financière, ni rien du tout, ni militaire. Donc, en vérité, au quotidien, on le voit. C'est un phénomène qui ne prospère que sur un terrain de lâcheté. Alors, en disant ça, je suis méchant, je le sais et consciemment. Il y a une explication sociologique, dans le cas de la France ou dans le cas de l'Europe. L'Europe, je vais faire très vite, a été traumatisée évidemment par les deux grandes guerres,
et par une période qui n'était pas très reluisante. On est rentré dans une période je dirais, guerre froide qui s'est terminée dans les années 80, à la fin des années 80, début des années 90. On a appris l'hyperconsommation, spirituellement et philosophiquement, nous avons tous collectivement lié notre notion de bonheur à notre capacité à consommer et à avoir des biens matériels, etc. Bon. Quand on a prospéré dans cet élément-là, pardon, c'est un peu de philosophie peut-être, mais si on est arté, je sais. C'est pour ça que je me permets cette petite explication. On s'est peut-être éloigné de ce qui doit aussi animer toute femme et tout homme, c'est un esprit de résistance à l'inacceptable. À l'inacceptable. C'est-à-dire nous avons collectivement, je pense, choisi un projet de société. On a des différences, probablement, de sensibilité, de croyances, etc. Mais on a choisi ensemble, globalement, un projet de société qui repose sur un cadre qui est inscrit dans le fronton de la République, triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, auquel souvent on rajoute le terme, à juste titre, laïcité, mais aussi c'est un pays qui a choisi d'inscrire son action philosophiquement sous la bannière de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et donc les hommes et les femmes, évidemment les êtres humains, naissent égaux en droit et en devoir, etc., etc., etc. Et donc, tous ces éléments-là, qui sont constitutifs du projet de société, sont le socle commun qui nous permettent après de nous expliquer, de nous disputer dans un cadre moderne, civique, de gens bien élevés, de débattre, même de polémiquer, même d'être en colère, je ne suis pas d'accord avec vous, etc., etc. On a admis une chose, c'est que notre vie liée à la consommation, etc., est une chose, notre vie spirituelle, si j'ose dire, était plutôt faite dans un cadre civique. Il n'y a plus, on n'est pas d'accord, on va se retrouver au bord de la place pour un duel demain à l'aube. Non, parce que ça ferait rire. Et on est quelque part déstabilisé par des personnes qui sont venues utiliser la violence illégitime pour nous imposer un mode de vie ou un mode de pensée, ou pour nous empêcher, en définitive, mieux de vivre comme on a choisi de vivre, c'est-à-dire au-delà de nos parcours, nos origines, de nos croyances, de notre non-croyance, de nos philosophies, etc. On a choisi de vivre dans un espace, en définitive, apaisé et surtout pacifié. Et c'est ça le mot. On croyait que l'on était dans un espace définitivement pacifié. Et le terrorisme vient nous rappeler que non. Et en fait, comme on ne s'est pas habitué, pour le moindre bobo, on prend un médicament, pour la moindre tracasserie, on va se faire aider par un psy. On a créé des sociétés qui sont fragiles. On est décadent. On est face à des sociétés qui sont fragiles, qui ne savent pas se mobiliser intellectuellement. Et en définitive, la modeste action qui est la mienne, c'est d'essayer de réarmer aussi les gens intellectuellement, pour qu'ils apprennent à résister aussi intellectuellement, et à dire non, je refuse ça. Bon, on a voulu, quand j'ai dit, mais pour moi, la liberté d'expression fait partie des choses sacrées, parce que c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de religion. Toutes ces libertés sont consubstantielles au projet de société que nous avons dans toutes les grandes démocraties. Et c'est pour ça que des gens comme moi, qui ont eu les parcours que j'ai eus, enfin d'autres personnes aussi, parce que je ne suis pas seul, ont fait le choix de se faire adopter par ce pays. Ce n'est pas par, comme diraient certains milieux, je dirais, que vous imaginez, pour venir profiter de la France, pour venir, je ne sais pas, toucher des allocations familiales. Non. Moi, j'ai choisi de ce pays pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans l'histoire, pour sa laïcité, pour sa liberté d'expression, pour son attachement à un certain nombre de valeurs, pour l'égalité homme-femme, pour la tolérance à l'égard de toutes les minorités religieuses,
à l'égard des minorités sexuelles. Les différences, en définitive, en tout cas c'est ma conviction profonde, les différences ne sont que supposées. Quelle différence il peut exister sinon dans les valeurs entre les tenants du progrès et de la barbarie? Voilà la différence que je vois et la plus importante. Sinon le reste, ma foi, c'est des questions, je dirais, qu'on peut largement dépasser quand on veut bien faire preuve d'un brin d'intelligence. Donc, le terrorisme a compris la fragilité, je dirais surtout les islamistes ont compris la fragilité de ces sociétés, qui ont peur de tout. Et ils ont engagé le rapport de force. Et ce rapport de force, c'est de dire, vous n'allez pas dessiner, vous n'allez pas vous habiller comme ça, on va manger comme ça, celui-ci il ne va pas être à côté de celle-là, etc., etc. Et en définitive, ce qui a fait qu'ils obtiennent gain de cause, c'est qu'eux ont testé, et on a des personnes qui ont accepté. Et on a fait pire, on a laissé des ghettos se créer. On a laissé des ghettos se créer pour les laisser vivre entre eux. Certains le pensaient, mais en vérité pas vivre entre eux. C'est on a livré une partie de la population entre les mains de ces islamistes qui ont façonné et qui continuent de façonner cette population à leur guise. Parfois avec leur accord et parfois en les forçant. Parce que quand vous exercez de la pression sociale sur des personnes qui parfois n'ont pas la formation, vous ne pouvez pas toujours, je dirais, réclamer des miracles. C'est que vous avez des gens qui aujourd'hui ont pris possession, parce qu'on les a laissés prendre possession de certains territoires, et dans ces territoires-là, ils font insidieusement ou de manière directe et brutale une sorte de loi qui leur est propre. Donc on a laissé finalement ces gens-là nous tester, on n'a pas su résister. Quand on a vu qu'ils franchissaient certaines limites, on a dit non, ils nous ont menacés. Quand on n'a pas réagi face aux menaces, ils nous ont agressés, et en définitive, ils nous ont tués. Et moi, je me souviens très bien, je me rappelle de ça, c'est pour ça que je reviens à l'affaire de Charlie Hebdo, parce qu'elle est symptomatique. 4 ans avant les attentats, 3 ans et demi, les locaux de Charlie Hebdo ont été incendiés. Volontairement. Charles m'a appelé à 3h ou 4h du matin pour me l'annoncer. Enfin, je n'ai pas vu son appel. J'ai trouvé en réveillant le matin à 6h, j'ai trouvé un message en disant « Nous ont brûlé le journal ». Donc, on a été quelques amis à essayer de mobiliser la société. On a appelé les responsables politiques, la société civile, etc. On a voulu organiser une manifestation devant le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Et on était 150, mesdames et messieurs. On était 150. Ah oui, là, aujourd'hui, on est combien? Moins de 100. Non, mais c'est pas important, là. Je suis en train de... C'est ça, hein. Je suis orateur, il n'y a rien de grave. Je veux dire, il n'y a aucune gravité à avoir une centaine de personnes ici. Par contre, c'est très grave quand la société n'est pas capable de se mobiliser lorsque un journal est incendié en raison des opinions qu'il exprime.